Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une étape qui est, disons-le, absolument cruciale dans toute recherche. Comment on fait pour transformer une montagne de données qualitatives, souvent riches, complexes, en un rapport écrit qui soit vraiment percutant? Après des heures d'entretien, d'observation, d'analyse, on se retrouve souvent face à ce défi. Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On a souvent l'impression que le plus dur est fait une fois que la collecte et l'analyse des données sont bouclées. Mais attention, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette dernière ligne droite. La rédaction, ce n'est pas juste une formalité, c'est le moment où tout ce travail prend vie, où il devient compréhensible et accessible pour les autres. Le défi est donc là, bien réel. Comment passer de cette masse d'informations, parfois un peu brute, à un récit qui se tient, à un argumentaire qui convainc? C'est exactement le chemin qu'on va parcourir, étape par étape. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par regarder la structure même du rapport. Ensuite, on clarifiera une bonne fois pour toutes la différence entre discussion et conclusion. Puis, on verra l'écriture sous un autre angle, comme un véritable outil d'analyse. Et on finira sur du très concret, l'art de bien utiliser les citations pour que les arguments portent. Allez, première étape, et c'est une règle d'or, il faut complètement oublier la chronologie de sa recherche. Un bon rapport, ce n'est pas un journal de bord qui raconte tout dans l'ordre où ça s'est passé. Non, c'est une reconstruction logique, une mise en scène pensée pour prendre le lecteur par la main et l'emmener d'un point A à un point B sans jamais le perdre. Ce qu'il faut vraiment saisir ici, c'est cette correspondance entre le déroulement de la recherche et la structure finale du papier. Chaque moment du parcours, de la toute première question jusqu'aux conclusions, a sa place bien définie dans le rapport. C'est ça, la clé pour construire une structure solide, une véritable architecture de la pensée qui soit claire pour tout le monde. On en arrive maintenant à un point qui sème souvent la confusion, la discussion et la conclusion. C'est une question qui peut piéger même les chercheurs les plus expérimentés. Alors, mettons les choses au clair pour ne plus jamais hésiter. Pour faire simple, retenons ça. La discussion, c'est le ring, c'est le lieu du débat. C'est là qu'on met ses résultats en perspective, qu'on les confronte à ce que disait la théorie, à ce que d'autres ont trouvé. La conclusion, elle, c'est le bilan. C'est le point final de la démonstration. On synthétise les apports principaux et on ouvre de nouvelles portes pour l'avenir. Et si on changeait de regard sur l'écriture? Si, au lieu de la voir comme une corvée finale, on la considérait comme le meilleur outil d'analyse qu'on ait à notre disposition. C'est une idée un peu contre-intuitive, mais on va voir qu'elle est extrêmement puissante. Jean-Claude Kaufmann l'a parfaitement formulé. Il nous dit qu'écrire, ce n'est pas juste retranscrire des pensées qui existent déjà. Non, c'est le moment où on les forge. C'est dans cet effort pour trouver les bons mots, pour construire des phrases qui tiennent la route, que les connexions se font et que l'analyse prend vraiment toute son ampleur. En fait, il faut imaginer nos pensées comme une sorte de grande toile d'araignée où tout est connecté de manière un peu désordonnée. L'écriture nous force à tirer un fil, à créer un chemin linéaire et logique à travers ce réseau. Et cet exercice de mise en ordre, eh bien, il nous donne un recul incroyable sur notre propre raisonnement. On y voit plus clair. Cette idée de l'écriture comme outil nous amène directement à la pratique. Concrètement, comment on utilise les citations tirées des entretiens, ce qu'on appelle les verbatims? C'est un art assez délicat, parce que ces extraits, c'est le cœur de la preuve qualitative. Bien les manier peut tout changer. Alors comment on s'y prend? Il y a quelques règles d'or. D'abord, l'anonymat, c'est non négociable. C'est la base de l'éthique. Ensuite, il faut savoir choisir. Une citation courte bien choisie qui frappe juste vaut 1000 fois mieux qu'un long monologue. Et surtout, il faut éviter à tout prix le fameux rapport sandwich, où on se contente de plaquer des blocs de citations entre deux paragraphes de théorie sans aucun lien. L'objectif, ce n'est pas d'empiler des briques de preuves, mais de tisser une narration. Il faut penser le rapport comme une plaidoirie. Chaque citation est une pièce à conviction. Et comme le ferait un bon avocat, il faut la présenter, expliquer pourquoi elle est importante et la relier immédiatement à l'argumentation générale. Il faut que ça dialogue. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Rien de tel qu'une comparaison directe pour vraiment voir la différence entre un usage des citations qui fonctionne et un autre qui, malheureusement, tombe à plat. Regardons ces deux exemples. D'un côté, on a une simple liste de citations. De l'autre, une argumentation fluide, convaincante, qui les intègre parfaitement. La différence est assez frappante, non? Allons voir ça de plus près. Voilà l'exemple type du déversement de données. C'est un piège classique. L'auteur se contente de lister les preuves, les unes après les autres, sans les commenter, sans les lier entre elles. Résultat, c'est au lecteur de faire tout le boulot d'interprétation pour deviner où on veut en venir. C'est frustrant et surtout ce n'est pas efficace. Et maintenant, regardez la différence. C'est le jour et la nuit. Ici, l'auteur orchestre un vrai dialogue entre son analyse et les témoignages. Chaque citation est introduite, elle arrive au bon moment pour illustrer ou prouver un point précis, et elle est suivie d'une analyse. La voix du participant est tissée dans le récit, elle ne flotte pas toute seule. Ça rend l'argumentation bien plus vivante et beaucoup plus forte. En fin de compte, l'invitation est de cesser de voir la rédaction comme une simple corvée de fin de parcours, mais plutôt comme une véritable exploration.
C'est souvent la dernière étape de la recherche, celle où, en mettant de l'ordre, on découvre de nouvelles choses sur son propre travail. La prochaine fois qu'on se met à écrire, la question n'est peut-être pas « qu'est-ce que je dois raconter ?», mais plutôt « qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui en écrivant ?»